Europe 1 matin. Le club de la presse européen, un vent révolutionnaire soufflerait-il sur la France en ce moment? Alors à lire la presse étrangère, ça ne ferait absolument aucun doute. Bon, ça fait partie des poncifs sur les Français, vous savez, séducteurs, râleurs et régicides. Mais par-delà les clichés, règne bel et bien en France en ce moment un climat d'insoumission. Chez certains, une tentation anarchique, pêle-mêle. Le hashtag tout cramé sur les réseaux sociaux, la violence dans les manifs, l'interdiction de rassemblement à Sainte-Soline, défiée par des militants. Mais alors certains que leur cause, la pureté de leur cause l'emporte sur le droit et sur la légalité. Je vous citerai aussi les tentatives de délégitimation de la police, ces députés qui viennent assiéger des commissariats pour réclamer la libération de casseurs, ou encore ce chant entendu dans les cortèges. Louis XVI, on l'a guillotiné, Macron, on peut recommencer. Il y a là un peu plus que de la simple colère. La France serait-elle prise de démangeaisons révolutionnaires? C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Et pour nous en parler, nous éclairer jusqu'à 9h, j'ai le plaisir de recevoir l'historien Stéphane Courtois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste de l'histoire du communisme. Le livre noir du communisme, vous en étiez le maître d'ouvrage. Vous avez beaucoup écrit sur Lénine, sur le totalitarisme, sur les processus révolutionnaires. Est-ce que, Stéphane Courtois, dans ce qui se passe en ce moment en France, vous décelez les prémices d'un processus révolutionnaire ou d'une tentation de ce genre? Oh, ce serait plutôt la fin de ce processus révolutionnaire qui s'est engagé en 1789. Ce qui est extraordinaire en France, c'est de voir à quel point nous restons le pays de la Révolution. Oui. Alors évidemment 89, mais surtout 92, 93, 94, Robespierre, la guillotine, la terreur, la Vendée, etc. Et c'est ça qui marque. Ça a été réactivé par François Mitterrand, le bicentenaire, le célèbre bicentenaire, entièrement organisé par mes chers collègues historiens communistes, donc qui avaient associé 1789-94 à la révolution bolchevique, bien entendu. On se souvient du défilé où il y avait justement cette locomotive de la révolution qui avançait. Mais là, donc vous voilà, sentez une sorte de réactivation parce que là, vous avez cité par exemple la Vendée. Il y a eu toute la polémique entourant ce film sur les guerres de Vendée, et une espèce de mur d'hostilité à l'égard de ce film en disant c'est un scandale. La révolution a bien fait finalement d'aller tuer 700 000 Vendéens. Je résume à gros traits ce qu'on a pu entendre. 700 000 non, mais au moins 250 000. Oui. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a eu ça. Mais bien sûr, mais mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça continue depuis le début du 19e siècle. Cette bataille mémorielle et historique continue, et évidemment, il y a là toute une mythologie qui nourrit complètement une partie de la politique française. Il y a qu'à voir M. Mélenchon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, tout ce courant d'extrême gauche, radical, anticapitaliste, et il faut bien le dire, antidémocratique, parce que ces gens-là sont violemment antiparlementaires, s'est appuyé évidemment sur l'expérience soviétique. C'était magnifique, la prise du Palais d'Hiver, 1917, Lénine, alors pour les uns Trotsky, pour les autres Staline, mais enfin bon, à la fin tout le monde se retrouvait. Mais l'ennui, c'est que après l'effondrement de l'URSS en 1991, et puis surtout l'ouverture des archives, qui a révélé ce qu'était réellement ce type de régime, et les historiens ont travaillé quand même. Parce qu'il y avait les révélations de Khrouchtchev en 1956, dénonçant les crimes de Staline. C'était de fausses révélations. Si on relit bien son discours, il accusait Staline d'un certain nombre de crimes à l'égard d'un certain nombre de dirigeants communistes, injustement réprimés, etc. Mais il n'avait pas fait la moindre allusion à toute la grande terreur à laquelle il était d'ailleurs mêlé, parce que Khrouchtchev était un homme qui était couvert de sang des pieds à la tête quand même, il faut le dire. Donc, comme tous ses camarades du bureau politique. Donc voilà. Et alors, quand l'URSS s'est effondrée, quand les archives se sont ouvertes, et vous avez évoqué le livre noir du communisme, qui a été quand même, qui a fait sauter un gros tabou, il faut bien le dire. Je rappelle quand même que ce livre a été publié à plus d'1 million d'exemplaires et a connu 26 traductions dans le monde entier. C'est donc qu'il y avait une attente de découvrir ce qu'étaient réellement ces régimes communistes. Et encore,
nous n'avions les archives, ou un début d'archives, que pour l'URSS et pour certains pays d'Europe de l'Est. Évidemment, on n'avait pas les archives chinoises, ni nord-coréennes, etc. Mais malgré toutes ces révélations, Stéphane Courtois, on détecte des signes d'une sorte de nostalgie stalinienne. Je vais vous prendre par exemple ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale, le vote d'une résolution reconnaissant l'Holodomor en Ukraine dans les années 30. L'Holodomor, c'est la famine organisée systématiquement justement par Staline. Vous avez des députés communistes qui ont refusé, qui ont même voté contre la reconnaissance de ce génocide. Ah oui, non mais donc on a alors l'effondrement de l'URSS a évidemment fait tomber le mythe, le fameux mythe de la grande révolution prolétarienne mondiale, etc. Oui. Mais il y a toujours des îlots de résistance, d'une part. Vous évoquez les communistes, hein, et même on n'a pas encore le résultat du congrès de la CGT, mais bon, on sait très bien qu'en ce moment même, au sein de la CGT, les gens qui ont mis en minorité M. Martinez se réclament pour certains du stalinisme, ce qui est quand même extraordinaire. Oui. Hein. Mais cette mythologie soviétique étant quand même largement tombée, des gens comme M. Mélenchon se rattachent, et on l'a vu lors des manifestations, se rattachent à la Révolution française, d'où la guillotine. Mais alors, quel est le lien, Stéphane Courtois, qu'on peut tendre entre, d'un côté, cette nostalgie de l'URSS et les feux de poubelle qu'on voit dans Paris, la violence extrême qu'on a pu voir à Sainte-Soline encore ce week-end? Est-ce qu'il y a une filiation idéologique entre ces mouvements anciens et ce que l'on voit actuellement et ce discours de réactivation de la violence comme outil légitime de l'action politique? On parlait de ce Andreas Malm qui défend l'idée d'un léninisme écologique, en fait les vieilles idées s'accrochant quelque part aux tendances nouvelles. Oui, d'ailleurs, ce qui est important dans cette expression, c'est le léninisme. Parce que tout le logiciel révolutionnaire, radical et totalitaire, parce que c'est surtout ça qu'il faut, là-dessus qu'il faut insister, c'est une pensée totalitaire qui a mené un régime totalitaire, le premier régime totalitaire de l'histoire d'ailleurs, hein, et donc ça c'est tout à fait fondamental, et ces gens s'inscrivent dans cette logique, hein, parce que c'est vers ça qu'ils veulent aller. Ils veulent nous imposer d'abord en parole, hein, un certain nombre d'opinions, vous l'avez dit, leur cause est juste. À partir du moment où leur cause est juste, les gens qui ne sont pas d'accord avec eux sont forcément dans l'erreur. Et ça renvoie directement au marxisme d'ailleurs, hein, cette pensée scientiste. Hein, on a un parallèle entre la pensée scientiste du marxisme nous expliquant que le sens de l'histoire c'est que le capitalisme c'est fini et qu'on va vers le socialisme et le communisme, et ces gens écologistes qui nous expliquent eux aussi que à cause du réchauffement climatique toute notre vie doit entièrement changer, les paysans doivent arrêter de faire ceci, les industriels cela, et même les citoyens de prendre une douche. Du carbofascisme, oui, absolument. Expression employée par Edoui Plenel que citait Eugénie Bastier il y a quelques minutes. Oui, absolument. Alors, ces gens-là ont trouvé une cause qu'ils présentent comme une cause universelle, qui touche le monde entier. Hein, ça remplace la grande révolution prolétarienne mondiale, c'est une cause universont. Donc il y a une radicalisation de l'écologie et une écologisation de l'ultra-gauche, en fait. Absolument, parce qu'ils ont ils ont érigé un thème en thème majeur, absolu, auquel tout le monde doit se soumettre. Et on a des climatologues, etc., qui nous annoncent de gigantesques catastrophes, exactement comme Lénine annonçait que le capitalisme, et Marx annonçait que le capitalisme allait s'effondrer. Bon, c'était il y a 200 ans, mais le pari de l'apocalypse quelque part. Absolument, absolument. Le chantage à l'apocalypse est tout à fait efficace parfois. Alors un autre aspect du problème, Stéphane Courtois, cette propagation du bruit révolutionnaire, hein, ce climat d'insoumission dans les manifs qui parfois vire un peu à la proto-insurrection, est-ce que ça n'est pas aussi rendu possible par une faiblesse du pouvoir? Je vais vous citer Jean-Louis Bourlange, député Modem dans le Figaro cette semaine, qui parlait de crise de la décision publique. Oui, c'est tout à fait clair. Bon, on imagine le général de Gaulle aujourd'hui, ça se passerait pas comme ça. Bon, ça ne se passerait pas comme ça. Pourtant, le pouvoir est actuellement ferme sur ses jambes. Quand vous entendez Gérald Darmanin repousser d'une main l'idée des violences policières ou Emmanuel Macron être sans concession sur ces points-là. Ça, ce sont des paroles. Je vous rappelle qu'en 1968, le général de Gaulle, au bout de quelques semaines, a viré son ministre de l'Intérieur. Hein, vous étiez maoïste en 1968, je pas le précise. Encore, mais j'y allais tout droit. En tout cas, je participais complètement au mouvement. Je rappelle que lors d'un conseil des ministres, pendant le mouvement,
le général de Gaulle obligé de rentrer en urgence de l'étranger où il était en visite officielle, à la fin du Conseil des ministres, s'adresse au ministre de l'Intérieur et lui dit avec sa voix inimitable: Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous devez savoir qu'en cas d'émeute, le ministre doit savoir donner l'ordre de tirer. Inutile de vous dire que le ministre de l'Intérieur disparaît sous la table. Bon, le général, évidemment, faisait un petit numéro, mais quelques semaines plus tard, il l'a évacué, il l'a remplacé par Monsieur Marcellin, qui était un vieux gaulliste et un résistant, un sérieux résistant de la Deuxième Guerre mondiale, qui, lui, a pris des mesures beaucoup plus sévères. Moi, je me souviens, quand même, j'ai été, effectivement, vous l'avez rappelé, militant maoïste à plein temps entre 68 et 72. Je peux vous dire que la répression de l'époque était quand même beaucoup plus féroce que celle d'aujourd'hui. Mais quelque part, on voit que la violence... Simplement, les policiers, les CRS, les gardes mobiles savaient qu'ils étaient couverts par le pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, il est très clair que notre police sait parfaitement qu'elle ne sera pas couverte s'il se passe quelque chose. En même temps, on voit que la violence, ça paye. Stéphane Courtois, regardez le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a été abandonné. Le projet de barrage de Sivins a été abandonné. Sainte-Soline, il y a de fortes chances que ce soit le cas si par hasard le décédant, le manifestant entre la vie et la mort venait à passer de vie à trépas. Voilà, la violence, ça paye. Oui, et ça peut payer dans les deux sens, parce que dans le Lot-et-Garonne, il y a ce fameux barrage qui avait été autorisé par une préfète et que les paysans ont construit eux-mêmes de manière rapide et qui a été maintenu. Et je rappelle que la FNSEA, la grande centrale syndicale paysanne, tenait son congrès ces derniers jours et que sa présidente qui vient de laisser la place, Madame Lambert, a tenu hier un discours extrêmement dur à l'égard des gens qui voulaient justement commencer à saboter les bassines, etc. en disant maintenant ça suffit. Et donc il n'est pas impossible que face à quelques milliers de manifestants écolos radicaux, on voit apparaître quelques centaines de tracteurs avec des gens très décidés qui vont les virer. Je n'en sais rien. Mais c'est en partie ce que cherchent ces militants. Il ne faut pas s'en cacher, ils cherchent la guerre civile. Merci beaucoup Stéphane Courtois pour vos lumières. Et j'envoie à tous vos ouvrages nombreux le livre noir de Vladimir Poutine, le dernier, Lénine, l'inventeur du totalitarisme, le bolchevisme à la française, le livre noir du communisme évidemment et tant d'autres. Merci d'être venu nous voir ce matin dans le studio d'Europe 1, Stéphane Courtois. Bonne journée à vous.